On va attendre quelques secondes pour que tout le monde puisse rejoindre. Bon, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, bonne année et mes meilleurs vœux pour 2026. On reprend donc notre série d'ateliers avec le premier de cette nouvelle année, avec Marine Darnaud qui va nous parler de la place des femmes dans l'innovation en santé. Marine est administratrice de l'État. Elle est actuellement en disponibilité en tant que directrice stratégie parcours de santé et d'accompagnement des familles pour FM Téléthon. Elle a travaillé depuis le début de sa carrière sur l'égalité homme-femme et a notamment créé et mis en place Paris Santé Campus et en a été la première directrice à partir de 2021. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Marine. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On pourra aussi y répondre pendant la présentation. Marine, je te laisse la parole. Alors bonjour à toutes et à tous et je voudrais vous dire à la fois mon plaisir et puis l'honneur que vous me faites voilà, en m'invitant pour cet atelier. Donc cet atelier, il a pour titre La place des femmes dans l'innovation en santé et vous verrez que nous le traiterons de différentes façons, à la fois avec une exploration, puisque vous savez, je suis une femme donc scolaire et disciplinée, et donc je vais euh, m'interroger justement sur les différentes définitions. Et puis, je voudrais faire quand même un focus sur la santé des femmes et ensuite de voir comment chacune et chacun peut s'investir sur ce sujet. Sur l'exploration de la définition. Euh, à chaque fois, vous verrez hein, que je cite les différentes sources. En l'occurrence, là, c'est une source INSEE parce qu'il me semble important de reprendre les choses euh, pour les tracer au mieux. Et donc, dans la définition de l'innovation, qui est une définition européenne, vous voyez qu'il y a deux approches. Il y a tout d'abord l'innovation par les produits et les services, et puis vous avez une innovation par les procédés et donc tout ce qui touche aux méthodes, à la logistique, à la distribution. Donc vraiment deux grandes approches, biens et services, processus de l'autre côté. Alors c'est important aussi de revenir d'un point de vue historique. En termes de sciences économiques, l'innovation, elle a été notamment définie par Joseph Schumpeter, qui est un économiste qui reste étudié jusqu'à aujourd'hui, hein, qui est un économiste autrichien naturalisé américain. Et c'est lui notamment, peut-être en avez-vous entendu parler, qui a défini le concept de destruction créatrice, c'est-à-dire de cycle d'innovation. Finalement, les innovations les plus récentes rendant obsolètes celles qui ont été produites sur le marché il y a quelques années, amenant leur destruction, mais dans un cycle vertueux puisqu'on amène une nouvelle création de valeur. Donc, pourquoi est-ce que ça m'intéressait? D'abord parce que c'est toujours important de restituer historiquement cette notion-là, mais aussi parce que ça va nous permettre d'analyser le rôle central de l'entrepreneur et de l'entrepreneureux dans ce processus, sachant qu'évidemment, je vous ai inclus, parce que, et nous allons voir le cycle de valeur. Alors ça, c'est un schéma euh, que j'ai fait, donc il faut rester humble par rapport à ça, mais mon objectif était de vous restituer en fait tous les acteurs et les actrices qui sont autour de ce sujet d'innovation de façon générale et d'innovation en santé en particulier. Pourquoi? Parce que vous êtes sur un secteur qui est entièrement régulé et qui se distingue vraiment des autres secteurs économiques. Et donc, quand je parlais du rôle central de l'entrepreneur, vous voyez ici que j'inclus à la fois les professionnels de santé, les chercheurs et les industriels. Et selon la taille de l'entreprise et selon le cycle de l'innovation, vous allez trouver ces différents acteurs donc au fur et à mesure de l'évolution de la création, soit du produit, soit du service, soit du processus. Mais c'est important aussi d'avoir en tête qu'autour de ça, il y a un très grand nombre d'autres acteurs. Alors,
Je fais un point tout de suite particulier sur les patientes et patients que j'ai mis ici. En réalité, je me suis vraiment interrogée pour tout vous dire, parce que là, je les ai en fait approchés par rapport à leur rôle en tant qu'usagers. Mais en réalité, si je suis sincère avec vous, il aurait fallu les mettre au tout début, en fait, tout au long d'une flèche, puisqu'en fait, c'est pour eux que cette innovation en santé est créée. Et tout au long du processus, en fait, ils vont être intégrés à travers soit les essais cliniques, soit l'évaluation, etc. Donc, là, ce qui m'importait, c'était de montrer ce rôle euh, euh, par l'usage, parce qu'en réalité, si vous voulez, vous pouvez créer tous les produits, les services, tous les processus que vous voulez. Si à un moment donné, le patient ou la patiente n'adhère pas, ça ne fonctionnera pas. Et donc, on ne pourra pas transformer l'invention en innovation, puisque le process, c'est d'abord, il y a une création, cette invention, mais elle ne devient innovation qu'à partir du moment où elle est intégrée dans la société, c'est-à-dire où chacun s'en empare. Donc, c'est ça que je voulais montrer à travers ce rond-là ici. Dans les autres acteurs de l'innovation en santé, vous allez avoir les financeurs. Là aussi, je les mets très rapidement parce que c'est le nerf de la guerre et qu'il y a un vrai sujet sur le financement de la santé. Euh, donc, c'était important pour moi de le placer tout de suite ici. Et dans les financeurs, vous voyez que vous avez à la fois des financeurs publics et des financeurs privés. Dans les financeurs publics, le grand financeur, notamment sur l'innovation en santé, c'est le secrétariat général pour l'investissement. Et je vous mets tout de suite le plan France 2030. Et en l'occurrence, pour l'innovation en santé, vous avez un plan dédié de 7 milliards 5, pardon, et qui est porté par l'Agence par l'innovation en santé. L'Agence pour l'innovation en santé, en réalité, c'est un pôle, comme un département, si vous voulez, qui appartient au SGPI. Voilà. Sachant que vous avez certainement été attentif aux différentes annonces qui ont été faites dernièrement et aux reconfigurations attendues. Mais en tout cas, dans le paysage actuel, donc vous avez le SGPI avec l'AIS, vous avez également la Caisse des dépôts et consignations, qui est, si vous voulez, la grande banque publique en France. Et cette grande banque publique, la CDC, elle a différentes branches qui vont venir financer aussi l'innovation à travers la BPI, la Banque publique d'investissement. Et là, vous avez une verticale santé sur ce sujet, à travers la Banque des territoires. Et là, c'est intéressant parce que vous allez avoir des financements également au niveau départemental et régional. Et puis, de façon plus fine, plus étroite, avec le département des politiques sociales. Donc, tout ça, c'est le financement de l'innovation en santé par des acteurs publics. Et puis, dans les acteurs privés, vous allez avoir des business angels, donc soit généralistes, soit des personnes qui peuvent se concentrer sur les sujets de santé. De la même façon, vous allez avoir des fonds d'investissement privés, là aussi généralistes, ou spécialisés en santé. Et dans le secteur de la santé, vous allez avoir encore des sous-spécialisations à travers des focales, par exemple sur la recherche, sur la deep tech ou sur d'autres sujets. Vous avez également les banques et puis vous avez les entreprises. Et là, ça peut être soit par donc de l'investissement, mais ça peut être aussi, par exemple, par du rachat de start-up qui permet de faire croître donc la start-up qui a été créée et qui a mis en place ce processus d'innovation. Et ça permet à de plus grandes entreprises, si vous voulez, d'intégrer directement cette innovation sans passer par toute cette phase qui est toujours plus compliquée, plus longue, plus hasardeuse sur ce démarrage de l'innovation. Donc ça, c'est tous les financeurs. Et puis, et je vous parlais d'un secteur particulier au sein du secteur de la santé, vous avez donc différents ministères qui interviennent sur ce sujet d'innovation. Vous avez tout d'abord le ministère de la Santé. Donc vous avez une partie recherche et innovation au sein de la Direction générale de la santé. Au sein de la Direction générale de l'organisation des soins, vous avez d'ailleurs une nouvelle sous-direction, recherche et innovation, qui a été créée. L'arrêté
est paru là, avec une nouvelle nomination. Vous avez la délégation du numérique en santé qui porte notamment sur tous les sujets numériques et IA. Et vous avez évidemment la DSS, la Direction de la Sécurité sociale, sur les sujets plus financiers. Vous avez encore le ministère de la Recherche. Alors, vous voyez qu'à chaque fois, je vous ai mis le terme le plus euh, englobant, parce qu'en réalité, aujourd'hui, le ministère de la Santé, dirigé par Stéphanie Rist, il s'appelle le ministère de la Santé, des familles, de l'autonomie, des personnes en situation de handicap. Donc, je ne vous ai pas remis à chaque fois le bon intitulé du ministère, mais ce que je voulais, c'était vous indiquer, voyez, la compétence principale. Donc, on a côté santé, on a côté recherche, avec une direction recherche qui s'appelle la Direction générale de la recherche et de l'innovation. Et puis, vous avez au ministère de l'économie et des finances la Direction générale des entreprises. Et donc, ce sont ces trois grandes jambes, si j'ose dire, qui vont, à un moment donné, euh, encadrer juridiquement l'innovation en santé. Et puis, vous avez évidemment tous les sujets d'évaluation et d'autorisation. Et là, selon le produit, le service, le processus, vous allez avoir différentes structures qui interviennent, avec l'Agence nationale de sécurité du médicament, évidemment, sur tout ce qui est médicaments, la Haute Autorité de santé sur notamment tout ce qui est dispositif médical, et la DGCCRF, je vous l'ai mis par rapport à tout ce qui est marquage CE. Donc, vous voyez que pour une entreprise, pour une jeune start-up, euh, à la fois, il va falloir réunir les compétences nécessaires. Et donc, dans une start-up d'innovation en santé, vous associez tout ce qui touche euh, à la médecine, à la santé, aux soins, donc, de façon générale, tout ce qui touche au cadre juridique, institutionnel, et tout ce qui touche à l'aspect ingénierie. Et dans l'ingénierie, ça peut aller jusqu'à tout ce qui est données de santé, data scientist, etc. Donc, la startup, elle va constituer ça. Ensuite, il va falloir qu'elle trouve des financements. Il va falloir qu'elle prenne en compte le cadre juridique, qu'elle se mette dans les rails d'une demande d'évaluation et d'autorisation. Et puis, in fine, parce que, notamment en France, ça passe par un système de remboursement. Ça, c'est vraiment très particulier à la France. Enfin, évidemment, vous le trouvez dans d'autres pays, mais si vous voulez, cette prise en charge de la santé à ce niveau-là, elle est vraiment propre à la France. Et donc, vous allez avoir à la fois le remboursement par l'assurance maladie et puis par les complémentaires, que ce soit des mutuelles et des assurances. Et là, il y a aussi un rôle particulier. Je le cite parce que ça m'intéresse notamment sur les sujets santé des femmes, mais vous avez des mutuelles, je pense à la MGN, vous voyez, qui a remboursé avant même la sécurité sociale, l'IVG. Donc, il ne faut pas du tout, comment dire, écarter ce rôle des complémentaires. Ça peut vraiment être un apport important. Donc, une fois qu'on a positionné tous ces actrices et ces acteurs, vous voyez, qui sont nombreux, la question c'est quelle est la place des femmes? Et là, en fait, on n'a pas d'études particulières sur la place des femmes dans l'innovation en santé. Donc, moi, je suis allée chercher différents canaux, différents types d'analyses pour euh, expliciter effectivement quelle est cette place des femmes d'un point de vue global dans l'innovation en santé. La première chose, je regarde sur le marché du travail. Alors, c'est une étude qui date un peu, mais qui, je trouve, a le mérite de la clarté. Et donc, c'était des chiffres donc, qui sont produits en l'occurrence par l'INSEE, mais qui étaient notamment mis en exergue par le service des droits des femmes et de l'égalité, euh, donc au sein de l'administration. Et là, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que vous allez voir que quand on classe en fait les familles professionnelles, donc d'un point de vue global, dans toute la France, vous voyez qu'il y a 87 familles professionnelles. Si je regarde maintenant de façon sexuée, femmes et hommes, je me rends compte que 50% des femmes sont dans 12 familles, quand 50% des hommes sont dans 20 familles. Donc, première chose que je regarde, il y a, enfin, le spectre des femmes est plus restreint que les hommes. Mais surtout, lorsque je vais regarder dans quelles familles sont ces 50% de femmes, donc la moitié, vous allez avoir
effectivement une part importante du care. Et là, je mets dans le care à la fois tout ce qui est aide à domicile, aide ménagère assistante maternelle. Je vais ensuite aller chercher les aides-soignantes, les infirmières, les sages-femmes, les professions paramédicales. Vous voyez là, mes 50%, on peut aller jusqu'aux médecins qui maintenant, encore une fois, plus de 50% des médecins sont des femmes. Euh, voilà. Et après, il faudra regarder par spécialité, etc. Donc, ce qui m'importe là de vous montrer, c'est que il y a un grand nombre de femmes choisissent le secteur du care. Maintenant, si je regarde, et là, de nouveau, je suis d'un point de vue global, et là, je vais interroger, donc vous voyez qu'ici, j'ai interrogé la mixité qu'on appelle horizontale entre les secteurs, et maintenant, je regarde la mixité verticale, c'est-à-dire au sein finalement de chaque organisation, et là, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, alors là, vous êtes une approche uniquement privée, il faudrait également le faire dans le public, enfin, ça avait été fait, c'est pas le sujet, mais le diagramme ne présente que le privé, mais vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on monte évidemment dans la pyramide du pouvoir, le nombre de femmes s'amenuise. Ça, vous le savez très bien, à donner des ailes à la santé, puisque c'est des chiffres que vous mettez en exergue. Donc, je ne vous ai pas fait l'injure de reprendre vos propres chiffres, puisque vous les connaissez par cœur. Je suis allée en chercher d'autres. Mais vous voyez que c'est vraiment des travaux qui sont convergents. Ensuite, ce que je vais aller regarder, parce que quand même dans l'innovation, vous avez une part de numérique qui est très importante. Euh, euh, je regarde quand même le nombre de femmes diplômées de la tech en France et en Europe. Donc, vous voyez, ici, on est côté France, ici, on est côté Europe. D'abord, elles sont peu nombreuses, et puis, c'est un chiffre qui n'évolue pas forcément de façon positive. Donc, vous voyez qu'il y a une vigilance à avoir par rapport à cela. Et puis, ce que je vais regarder, et vous voyez qu'en fait, dans ce spectre-là, donc je regarde à la fois la façon dont les femmes se positionnent sur le marché du travail, la façon dont ça se passe dans les sujets numériques qui, qui impliquent beaucoup les sujets d'innovation. Et puis maintenant, si je regarde la création d'entreprises, donc ça, c'était des chiffres qui avaient été faits à partir d'une étude de Femmes Numérique. Euh, et donc là, vous voyez, dans la création de start-up, dans les équipes fondatrices en France, vous avez 85% des start-up qui sont créées uniquement par des hommes. Quand je regarde les équipes mixtes, vous en avez 10% qui sont mixtes et vous en avez 5% qui sont créées uniquement par des femmes. Alors quand même, et c'est pour ça que j'ai organisé les diapos dans ce sens, ce qui est intéressant, c'est que dans la part des femmes créatrices d'entreprises individuelles, vous voyez que dans le domaine de la santé et de l'action sociale, vous en avez quasiment 75%, 74,5%, qui sont dans le secteur de la santé et de l'action sociale. Donc ça, c'est intéressant de voir que à la fois, il y a une part euh, des femmes importante dans le secteur de la santé, moindre dans les sujets numériques, mais que dans la création d'entreprises, on retrouve quand même cette part significative, enfin en tout cas plus importante des femmes. Malgré tout, euh, il y a quand même ces freins, ce nombre moins important de femmes créatrices d'entreprises, et c'est la raison pour laquelle vous avez un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place, soit des associations d'aide, enfin de soutien aux entrepreneurs, France Active, Initiative France, là c'en est quelques-unes. Alors ces associations sont généralistes, mais elles développent des programmes dédiés donc aux femmes entrepreneurs. Vous avez, en termes d'investissement, des fonds qui sont dédiés aux femmes. Vous avez Sistafund, et là, je pense, créé par Tatiana Jama. Vous avez aussi l'Alliance pour le financement de la Femtech. Et ça, c'est un fonds qui va être lancé vraiment de façon imminente au niveau de la région Île-de-France. Et là encore, avec des appels à projets et qui seront plus particulièrement ciblés sur la santé des femmes. Et puis, vous avez des associations engagées et des réseaux de femmes. Et là, et sans flagornerie, hein, par rapport à donner des ailes, c'est vraiment, enfin, votre rôle, le rôle d'association sœur est également essentiel pour à la fois travailler en termes de lobbying, de plaidoyer, mais aussi, on le verra, en étant actrice soi-même. On peut être professionnel de santé,
administratives, investisseurs, partenaires dans la création d'entreprises. Enfin, vous voyez, il y a différents types de rôles. Moi, je prends simplement mon exemple pour vous donner à voir en fait ce qui peut être fait. Aujourd'hui, bon, je suis fonctionnaire en disponibilité, je travaille à l'AFM Téléthon et en parallèle et en transparence à la fois avec l'AFM Téléthon et avec le ministère, j'ai créé une auto-entreprise. Pourquoi? Parce que ce que je souhaitais, c'était accélérer les projets à impact social le plus important, et en l'occurrence pour les thématiques qui m'importent, notamment sur les sujets de lutte contre les violences contre les femmes. Donc vous voyez, on peut en fait avoir différents rôles. Et ça, c'est important parce que à la fois, je vous présente le sujet de l'innovation en santé, mais il ne faut pas que ça vous apparaisse comme quelque chose de lointain. Vous voyez, vous pouvez en être à différents titres, vraiment. Euh, alors, j'ai souhaité, au-delà de ce que je vous ai présenté, faire un focus sur la santé des femmes, parce que dans toute l'innovation en santé, le marché de la santé des femmes se comporte un peu différemment. Et ça me semblait important de vous le mettre en exergue. Alors, vous connaissez ça par cœur, donc je le place très vite, mais quand même, j'étais obligée de vous en parler. La santé des femmes, vous le savez par cœur, ça n'est pas simplement les sujets de reproduction, c'est tous les sujets liés à la fertilité. Ça, c'est pourquoi c'est important. Parce qu'aujourd'hui, les investissements se concentrent dans tout le marché Femtech, principalement sur tout ce qui est santé menstruelle. Donc c'est à la fois important et en même temps, c'est important de dire que il n'y a pas que ça. Donc il y a évidemment tous les sujets autour de la maternité, tous les sujets autour des pathologies spécifiquement féminines, que ce soit l'endométriose, le SOPK ou les cancers féminins, et puis tous les sujets avec les pathologies avec une prévalence féminine. Je pensais notamment aux maladies auto-immunes. Donc la santé des femmes, c'est tout cela. Néanmoins, aujourd'hui, dans la perception, en fait, encore une fois, la question se concentre essentiellement sur les sujets de reproduction et financièrement sur les sujets menstruels. Alors là, je vous ai mis en exergue, c'est un baromètre qui a été lancé en 2022. Donc c'est au moment de la création de Femtech France. Ce baromètre, il est plus large que la seule santé des femmes puisqu'il intègre le bien-être. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au départ, ce sujet-là, il a été investi effectivement de façon beaucoup plus large. Aujourd'hui, et c'est tout à fait intéressant, il va davantage sur les sujets de santé proprement dite. Et quand je dis santé, c'est tous les sujets santé que je vous ai évoqués au tout début de l'innovation en santé, et donc sur un secteur qui est complètement régulé. Hein, le bien-être ne l'est pas. Là, ce qui m'intéresse, vous voyez, donc c'est effectivement, donc on a 170 startups alors qu'on en avait beaucoup moins les années précédentes. On a une progression sur les sujets de santé et vous voyez qu'on va aller aussi sur des sujets soit de santé globale, soit de santé mentale, soit de pathologie chronique, avec des sujets aussi liés à la ménopause. Donc, en fait, ce qui est intéressant avec cette cartographie, c'est de voir comment, si vous voulez, sur la création d'entreprises, des sujets à la fois plus généralistes santé et en même temps des thématiques qui n'étaient pas abordées jusqu'à présent, non pas qu'elles n'existaient pas, mais qu'elles étaient invisibles en réalité, eh bien ces sujets vont être effectivement davantage investis. Ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je vous parlais d'un marché particulier, c'est que, et là je vous parle aussi de mon expérience à Paris Santé Campus, sachant que le critère de mixité dans les, les équipes était quelque chose qui était regardé dans la sélection des entreprises. Bien sûr qu'il y avait le fonds, le financement, l'impact pour les patients, enfin, bien sûr qu'il y avait tout ça, mais il y avait ce regard particulier sur les questions de mixité. Et j'étais fort Marie de voir que dans les différentes entreprises qu'on sélectionnait, mais parce que
celles qui candidataient étaient comme cela, on avait euh, très peu de femmes qui étaient CEO. Donc, vous pouviez retrouver des femmes dans les équipes, mais vous aviez très peu de femmes dans les fondatrices et les CEO. Ce qui m'intéresse sur les sujets de santé des femmes, c'est que là, vous allez avoir beaucoup plus de femmes. Donc, vous voyez, 95% des startups ont été cofondées par des femmes. Et c'est en cela que je parle d'un marché particulier au sein du secteur de la santé. C'est aussi un marché particulier parce que dans celles qui fondent, vous allez retrouver une part significative de professionnels de santé et une part significative de patientes. Et ça, c'est intéressant parce que si vous voulez, ce sont des femmes qui, soit dans l'exercice de leur métier, soit dans le vécu de leur maladie, n'ont pas trouvé de réponse à leurs problématiques et qui, de ce fait, ont choisi en fait de créer elles-mêmes, en réalité, leur entreprise. Malgré tout, et on revient toujours à cette question de financement, et encore une fois, elle est centrale. Sans financement, vous ne pouvez pas ni créer ni développer votre structure. Et donc, dans le retour, et je vous en parle parce qu'on a aussi un travail à faire collectif d'accompagnement, de sensibilisation donc à réaliser sur ce sujet. Donc, quand vous voyez les principaux freins au financement, euh, vous voyez une difficulté d'accès à un réseau d'investisseurs. Ça se retrouve aussi de façon générale hein, sur tous les sujets de création d'entreprises pour les femmes. Vous avez des retours négatifs reçus sur le projet et on va regarder plus en détail ce point-là. Et puis, vous avez un modèle économique difficilement rentable. Voilà. Ça se retrouve de toute façon là aussi sur les sujets de santé. Ce qui va m'intéresser, c'est les retours négatifs reçus sur le projet. Pourquoi? Parce que vous allez voir que, vous voyez, dans les principales motivations qui sont citées, vous avez un marché considéré comme un marché de niche. Ça, c'est limite drôle. Parce qu'un marché de niche pour 50% de la population, c'est quand même une aberration totale. Donc c'est là, vous voyez, alors je le dis sur la forme de l'humour, pour pas le dire sur la forme de la colère, parce que ça m'exaspère profondément aussi, mais vous voyez que là, on a un vrai travail à faire pour dire à quel point, en fait, euh, il y a toute une face inexplorée à réaliser. Il y a aussi eu donc une mauvaise compréhension ou une non-acceptation du besoin adressé. Ça, vous pouvez en parler avec des expertes ou des experts de ce secteur, en fait, il y a effectivement une moindre connaissance de ce marché-là. Je ne peux pas le dire autrement. C'est-à-dire que euh, les personnes, les investisseurs n'arrivent pas à se projeter. Ils voient bien les études qui ont été faites, notamment sur des projections de marché à 135 milliards au niveau mondial. Donc, ils vous disent, oui, on voit bien les projections, mais ils ne voient pas le chemin pour y aller. Puis un business model perçu comme irréaliste, là on voit aussi, ça revient aussi au sujet du modèle économique. Euh, voilà, là il y a un vrai travail à faire sur l'explicitation de, effectivement, comment accompagner les patientes et les patients sur l'usage et comment rendre viables ces entreprises. Donc ça, c'est un point important parce que vous voyez, ça doit être traité, en fait, j'y reviendrai en conclusion, de différentes façons. Il y a les sujets financiers purs, mais il y a un vrai sujet encore de lutte contre les stéréotypes. Alors, quand même, il y a des bonnes nouvelles, puisqu'on est en début 2026 et il faut aussi voir le verre qui se remplit. Et là, vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a 18% des startups interrogées qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros. Ça, c'est quand même significatif parce que au moment où on a lancé ce baromètre, alors je m'associe parce que, euh, non pas que je l'ai réalisé, mais parce que j'avais beaucoup soutenu cette action parce qu'elle me semblait essentielle au moment du lancement de Paris Santé Campus.
Ça, vous voyez, on n'avait pas du tout ces chiffres-là il y a encore 4 ans. Et donc, on doit vraiment le prendre comme une maturité progressive du secteur avec des startups qui s'installent. Vous en avez un certain nombre qui ont plus de 3 ans d'ancienneté, ça veut dire qu'elles ont passé le cap vraiment de ce qu'on appelle la vallée de la mort. Euh, donc ça, c'est des chiffres vraiment qui sont tout à fait encourageants. Et puis, de la même façon que je vous le disais, on est parti du bien-être, on est allé vers le secteur de la santé. Vous voyez une progression des chiffres, notamment sur les sujets de dispositifs médicaux, de e-santé, vous voyez, applications mobiles, parcours digital, tests diagnostiques. Tout ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça signifie à la fois que les femmes, euh, si vous voulez, se sont emparées de ces sujets en termes d'innovation en santé et qu'elles le mettent au service de la santé des femmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Alors quand je vous disais toutes actrices, c'est parce que, euh, et je vous renvoie au schéma initial avec à la fois les acteurs, les actrices, professionnels de santé, chercheurs industriels, les financeurs, les régulateurs, ceux qui remboursent, les patients et les patientes. Euh, En fait, nous avons toutes et tous un rôle à jouer à plusieurs niveaux. Tout d'abord, rendre effective l'égalité professionnelle femmes-hommes. Pourquoi? Parce que euh, plus on aura effectivement de femmes au plus haut niveau de décision, plus on pourra aussi avoir une compréhension peut-être plus fine de ces sujets, notamment de santé des femmes. La deuxième chose est là, typiquement, donner des ailes à la santé a un rôle euh, magnifique à jouer, dont vous êtes parfaitement emparé et qu'il faut toujours davantage pousser. Faciliter l'accès au financement pour les entrepreneurs, voyez, ça aussi, c'est un point essentiel. Et ça, alors, c'est une idée que je pousse, et si nous pouvons le pousser de façon collective, c'est toujours mieux, évidemment. Mais voyez, typiquement, la BPI n'a toujours pas mis en place de véhicule financier dédié, soit femmes entrepreneurs, soit santé des femmes. Quel dommage! Alors qu'il y a ce levier potentiel. Vous voyez, donc ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on pourrait collectivement pousser, notamment dans la perspective de 2027, où, je vous rappelle, nous avons différents euh, candidats à solliciter potentiellement et eux, des programmes à constituer. Hein. Bon. Sur favoriser les innovations en faveur de la santé des femmes, là aussi, bien sûr que des choses ont été faites, bien sûr qu'on a 7,5 milliards sur le plan d'innovation en santé. Mais si j'étais taquine et si je ne regardais que ce qui est fait spécifiquement sur la santé des femmes, vous avez effectivement le programme de l'Institut des cancers des femmes pour l'Institut Curie. Bon, 20 millions sur 7,5 milliards. Alors bien sûr, les 7,5 milliards irriguent aussi la santé des hommes et des femmes. Néanmoins, là aussi, on pourrait pousser davantage sur des programmes de recherche, des appels à projets, des recueils de données dédiés. Je rappelle que les essais cliniques sont quand même faits principalement sur des souris en phase 2 et ensuite sur des hommes, enfin hommes au sens corps masculin euh, pour les essais de phase 3 et 4. Bref, il y a vraiment quelque chose à faire sur ce sujet. Et puis sur mieux former et sensibiliser aux enjeux de santé des femmes. Là aussi, vous voyez, un baromètre annuel sur la santé des femmes. Alors, il y a des choses qui ont évidemment été faites, notamment par votre association. Hein. J'ai encore en tête sur les sujets spécifiques sur les professionnels de santé. Le laboratoire de l'égalité, j'en suis administratrice, a également travaillé a fait une étude sur la santé des femmes au travail. Mais ce baromètre annuel sur la santé des femmes permettrait de suivre, vous voyez, par rapport à ce qu'on a évoqué, la fertilité, la reproduction, les pathologies spécifiquement féminines, l'approche femme dans des maladies euh, que chacun peut, euh, enfin, pour laquelle chacun peut être impacté, permettrait de voir comment cette santé évolue. Et puis, ce point sur la formation initiale et continue sur la santé des femmes, il est essentiel. On a encore une approche trop androcentrée, mais encore une fois, en diagnostic ou en thérapeutique, mais ça, vous le savez parfaitement. Alors, en conclusion, et là aussi, vous savez, je suis facétieuse,
Euh, Moi, il y a deux points qui me paraissent importants. On parle toujours de médecine personnalisée. Mais pour moi, en fait, la prochaine personnalisation, c'est d'abord le sexe. C'est-à-dire que on peut parler de personnalisation, d'individualisation. Écoutez, commençons par une approche sexuée, et ce sera déjà un premier pas très opportun et pertinent. Et puis, et là, c'est vraiment avec l'historique que j'ai sur la politique d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, puisque moi, c'était mon premier poste à la sortie de l'ENA, donc je l'ai pris en 2015. Donc, sur ce recul de 10 ans, en fait, j'ai vu aussi une évolution en termes de plaidoyer. Et ça, c'est intéressant parce que, si vous voulez, sur l'égalité professionnelle, il y a d'abord eu ce sujet d'égalité par les droits et notamment par l'égalité salariale. Donc, ce qui paraît évident. Ensuite est venu, en termes toujours de plaidoyer, d'argumentation, le sujet sur l'attractivité des talents et la performance de la décision. Et là, vous aviez des études, notamment faites par McKinsey, qui étaient extrêmement intéressantes, qui montraient que plus vous aviez de femmes aux différents niveaux de décision, et donc à des postes à responsabilité, plus cette décision, elle était justement challengée avec des expériences différentes, et donc elle était mûrie, et ça aboutissait effectivement à une meilleure décision. Donc vous voyez, d'abord une approche par les droits, ensuite par une approche RH, attractivité des talents, performance de la décision, et aujourd'hui, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait ce focus sur la santé des femmes dans l'innovation en santé. En fait, euh, je dirais depuis, je vais dire 2, 3 ans, 3 ans, disons, il y a vraiment euh, cette prise de conscience aux différents niveaux, que ce soit au niveau, comment dire, euh, des entreprises, et j'inclus vraiment de start-up aux grandes entreprises, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau politique, à chaque fois que vous en parlez de façon bilatérale, il y a vraiment cette prise de conscience de dire il faut avancer sur la santé des femmes. Alors, ce sujet, il a été un peu mis à mal, notamment par l'instabilité gouvernementale, et à chaque fois, il a fallu remettre euh, l'ouvrage sur le métier, mais vraiment, on le voit progresser. Et ce qui est intéressant, c'est que ça amène cette nouvelle approche, c'est-à-dire une approche aussi par la productivité, c'est-à-dire la santé des femmes, c'est pas seulement au moment de la maternité, mais c'est tout au long de la vie, avec ce sujet de la ménopause. Marine, Oui. je peux t'interrompre parce que Elsa m'a dit qu'on avait le droit de t'interrompre Ah, pendant mais ton bien talk. sûr, oui, 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 alors il faut pas hésiter parce que alors moi je suis partie, tu vois. Donc Oui, qu'est-ce que j'allais alors dire? j'ai déjà loupé une première question. C'est Marie-France, j'étais pas là au tout début parce que j'ai été interpellée par une patiente dans le couloir. Euh, j'ai déjà loupé une question, donc celle-ci elle est en direct, je te dirai celle de début du topo à la Ouais. fin. Là, c'est comment expliquez-vous l'absence de visibilité de la pathologie des fibromes, maladie touchant une femme sur 4 et une femme noire sur 2, première cause d'hystérectomie en France? Ouais. Alors là, la question elle est très spécifique, Ouais, mais c'est une gynéco, c'est une collègue gynéco qui l'a posée. ouais, ouais, je me doute. Mais en fait, pour moi le sujet, il est vous voyez, c'est pas seulement sur cette pathologie-là, c'est l'invisibilité de la santé des femmes de façon générale en réalité. Euh, et ça, je- euh, comment vous dire? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a vraiment cet environnement, comment dire, global, mais auquel nous participons, hein, de stéréotypes. Alors, ce que j'ai pas du tout repris, parce que pour moi c'était implicite, enfin, je m'adresse quand même à euh, un public qui est, comment dire, qui travaille dans le secteur de la santé. Donc, il y a des choses que vous connaissez par cœur sur, c'est pour ça que je suis pas revenue sur la médecine androcentrée, notamment dans les formations, euh, tout ce qui est diagnostic fait à partir de corps masculins, les essais cliniques, vous voyez, mais tout ça participe en fait d'une évacuation du corps des femmes, euh, qui est pas seulement contemporain, hein, qui vraiment remonte. euh, et je vous invite à relire des ouvrages de médecine, euh, notamment du 19e siècle, chacun ses petits problèmes et ses
tard, mais, et quand vous regardez la façon, enfin, donc moi j'aime bien lire ce genre de choses, quand vous regardez la façon dont la femme est décrite, qui est un corps en fait euh, humide, un corps qui est toujours, enfin, perçu de façon négative, et en fait vraiment vous voyez, nous sommes vraiment empreints de ce mouvement-là, et c'est justement de ça dont il faut se défaire. Donc, il y a vraiment un sujet lutte contre les stéréotypes, euh, et puis, et ça, il faut vraiment le faire. Euh, nous n'avons pas réussi collectivement jusqu'à présent, mais il faut vraiment le faire basculer, c'est-à-dire que ce sujet de santé des femmes, il y a plusieurs associations à le porter. Je crois qu'il faut à un moment donné peut-être vous voyez, se réunir et porter ce sujet haut et fort auprès des pouvoirs publics. Alors quand je dis des pouvoirs publics, et c'est pour ça que je citais 2027, parce qu'aujourd'hui, on est sur une fin de mandat. À titre personnel, je ne crois pas, vous voyez, un grand soir de la santé des femmes en 2026 ou au premier semestre 2027. En revanche, il est essentiel de sensibiliser les différents candidats. Et quand je dis ça, je parle de 2027, mais vous savez, il y a aussi tout ce qui touche aux... Il y a les élections évidemment présidentielles, mais il y a tout ce qui touche aux élections pour des collectivités territoriales, et je pense notamment aux régionales et aux départementales. Et ça, c'est un point essentiel aussi, parce que sensibiliser les élus à ces différents niveaux, euh, notamment régional, hein, il permet aussi d'aller chercher des financements sur ce sujet-là. Quand je vous citais la région Île-de-France tout à l'heure, moi je trouve cet exemple tout à fait intéressant. Vous voyez, de création d'un fonds qui va ensuite aller chercher, mettre en place des appels à projets et financer euh, euh, soit de la recherche, soit des startups sur les sujets de santé des femmes. C'est quelque chose dont il faut s'emparer. Vous voyez. Donc, il y a vraiment ce sujet oui, de lutte contre les stéréotypes. Et puis, je le dis, à un moment donné, il faut se dire un peu les choses aussi. euh, il y a quand même peu de femmes au pouvoir. Et il y a un moment donné, euh, alors je ne dis pas qu'une femme fait forcément mieux qu'un homme sur ces sujets-là, mais je pense qu'à un moment donné, par le vécu qu'elle a, ça peut aussi permettre euh, d'orienter certaines politiques publiques. Alors, il y avait une première question et il y en avait une deuxième. Par contre, je ne t'entends pas. Oui, c'est bon. Alors, je regarde. Oh là, il y en a plein. Euh, la toute première, ouais, la toute première question, je pense que je vais te la dire plus tard parce que c'est plus d'actualité. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, qu'en est-il de la France par rapport aux autres pays européens? Y a-t-il un pays inspirant? Alors, sur innovation, parce que le thème initial, et vous voyez que, en fait, je l'ai procédé en entonnoir, c'est sur l'innovation en santé. Donc, innovation en santé, et ensuite, j'ai centré sur la santé des femmes. Alors, sur innovation en santé, euh, l'Allemagne jusqu'à présent était très intéressante parce que, ayant mis en place des programmes, et nous, typiquement, par exemple, à Paris Santé Campus, nous avons intégré des startups allemandes qui souhaitaient se développer en France. Donc là, il y avait comment dire, une dynamique sur l'innovation en santé qui était intéressante en Allemagne, qui, enfin, c'est pas qu'elle se tarit, c'est que, on arrive à une sorte de plateau, quoi. Ce qui est intéressant sur les sujets santé des femmes, c'est en Angleterre, où là, en fait, les principales startups qui ont concentré de l'investissement sont anglaises. Et notamment sur, c'est ce que je vous disais, hein, sur la santé menstruelle. Preuve, et donc la première licorne sur la santé des femmes, elle est anglaise. Et donc, quand je vous parlais de maturité du marché, ça montre que ça marche. Enfin, il y en a déjà, vous voyez. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut l'importer en France. Il y a une autre question, Marine. En tant que professionnel de santé ayant une idée ou un projet d'innovation en tête, vers qui ou vers quoi se tourner pour être guidé sur les différents aspects, investissement, développement web, pardon, ou autorisation? Ouais.
Alors ça, c'est hyper intéressant. Euh, Spontanément, alors il y a déjà tout ce que vous pouvez regarder, soit sur ce qu'on appelle le Genius, c'est-à-dire le guichet unique sur l'innovation. Euh, voilà, donc ça c'est porté par le ministère de la Santé. Et puis il y a beaucoup de choses sur le site du ministère de l'Économie et des Finances. Donc là, il y a déjà un premier travail à faire, soit pour regarder voilà, comment ce genre de choses marche. Ensuite, il y a, quand je citais les associations, je les fais vraiment délibérément. Quand je citais des choses comme France Active ou comme Initiative France, il y a aussi un salon en mai. En mai l'année dernière, alors il faudra, cette année, je ne sais pas, mais il faudrait revoir les dates, mais sur l'entrepreneuriat. Là, typiquement, en fait, c'est intéressant d'y aller. Pourquoi? Parce que, en fait, ça va vous permettre de rencontrer sur les différents stands les grands acteurs. Et donc, vous allez voir directement les investisseurs, ceux qui peuvent vous donner des conseils, etc. Mais je trouve que c'est intéressant euh, sur l'innovation en santé de façon générale, parce qu'encore une fois, c'est quand même un secteur qui est très particulier. Euh, Par cette régulation qui implique un très grand nombre de référentiels à remplir, des délais aussi, voilà, d'être plus particulièrement accompagné. Et donc, c'est intéressant, voilà, si vous voulez, créer ce pool autour de vous, pool de gens qui vont vous conseiller, et puis ensuite qui vont vous mettre aussi le pied à l'étrier. Euh, donc ça, et puis on peut, parfois on pense tout de suite à la grande entreprise, mais on peut aussi, enfin, vous voyez, commencer, quand je vous parlais d'auto-entreprise, on peut commencer euh, doucement. Quand je dis doucement, c'est parce que c'est pas simple de passer d'une activité, vous voyez, qu'elle soit libérale ou, euh, euh, enfin, je sais pas quel est le statut de la personne ou côté fonction publique, c'est pas simple de basculer tout à coup d'une activité à une autre. Et vous voyez, par exemple, dans les professionnels de santé qu'on avait à Paris Santé Campus, en fait, ils ont tous, enfin tous ceux en tout cas que j'avais autour de moi, commencé euh, euh, voilà, en continuant leur consultation à l'hôpital ou en cabinet, etc., en amorçant une activité et en l'augmentant progressivement jusqu'à finalement ne garder que une matinée de consultation pour garder cette légitimité, mais en ayant vraiment basculé dans la partie entrepreneuriat. Puis c'est important aussi de se rapprocher, ça c'est vraiment, pardon de ne pas l'avoir cité tout de suite, mais de se rapprocher d'entrepreneurs, enfin de startups qui ont commencé il y a par exemple 2 ou 3 ans. Nous, ce qu'on faisait beaucoup à Paris Santé Campus, parce que quand vous montrez, si vous voulez, une entreprise de taille importante, en fait, c'est trop loin, vous voyez. Et en fait, dans les problématiques que vous rencontrez quand vous créez votre entreprise, en fait, il faut avoir la marche d'après, vous voyez. Et donc, c'est important aussi d'avoir ce cercle d'entrepreneurs qui vont vous dire, ah, mais est-ce que tu as pensé à ci, est-ce que tu as pensé à ça, parce que ils l'ont fait il y a 2 ou 3 ans et ils l'ont encore en tête. Et puis, quand vous... Pardon. Marie, il y avait Hélène Gendreau qui disait que peut-être quand tu cherchais le nom du congrès tout à l'heure, c'était celui de Santexpo, le fonds FHF Recherche et Innovation. Donc elle voulait juste donner les coordonnées si Ah oui, c'était oui. celui-là. Alors c'est très bien, il faut aussi le citer. J'avais pas forcément parce qu'il y a Ok, Santexpo uniquement santé, mais il y a un congrès uniquement sur, enfin un salon uniquement sur ok. l'entrepreneuriat. Et donc, il faut mêler les deux, parce que Santexpo, c'est important vraiment Côté santé, ouais. voilà, de savoir ce qui se passe, mais sur les sujets entrepreneuriat, euh, en réalité, et notamment quand C'est on est professionnel c'est de Meditech santé, que tu... il faut s'adjoindre ses compétences business, en fait. Marine, est-ce que tu parles de Made in Tech? Euh, Non, mais j'arrive pas à le retrouver. Bon, attendez, je vais faire une Ah bah recherche. bon, écoute, on a des gens qui Regarde. essayent de réfléchir pour toi, parce que là, il y a Karina qui a envoyé alors, Medine. On va y arriver, on va moi, y arriver. Non, mais ça m'énerve, parce qu'en plus, j'y suis allée, là, enfin, bref. Est-ce qu'en même temps que tu cherches, je peux poser la Ouais, question du début? ouais. Quand tu as fait toutes tes bulles,
que tu as catégorisées. Il y avait une question, c'était où placez-vous les patients partenaires et associations de patients? Alors, exactement. Et c'est pour. Alors, attendez, déjà, je vous réponds. Go Entrepreneur, et donc, c'est les 15 et 16 avril 2026. C'est à La Défense Arena. Voilà. Ok. Première chose, ça, c'est checké. Ensuite, alors, moi, je l'ai dit peut-être trop rapidement au départ, mais les associations de patients, en réalité, pour moi, je les place sur toute la chaîne. Et je le dis avec la plus grande sincérité et la plus grande humilité. Donc moi j'ai intégré en mai dernier donc une association de malades, la FM Téléthon, et je croyais sincèrement que jusqu'à présent dans toute ma carrière j'avais toujours pris en compte les patients. Vraiment, je l'ai toujours cru sincèrement. Je suis passée côté association de malades et je me suis dit, ok, t'es quand même passé à côté de beaucoup de choses. Bon, donc c'est très bien d'avoir cette expérience-là parce que maintenant je verrai les choses différemment. Mais si vous voulez, pour moi, en fait, les patients, d'abord, c'est la première raison pour laquelle nous travaillons. Donc, ils sont au début de la chaîne et ensuite, ils doivent être là en permanence. Ce qui n'est pas simple parce que ce qu'on avait fait, par exemple, à Paris Santé Campus, c'est qu'on avait organisé des speed dating entre associations de patients et start-up. Ce qui n'est pas simple pour les uns et pour les autres. C'est côté start-up, en fait, mais c'est comme quand vous créez, comment dire, voyez, quelle que soit l'activité, mais vous créez une première activité, vous êtes en situation de fragilité. C'est pas simple, vous venez de créer, il y a plein de choses à prendre en compte, tout est mouvant, etc. Et intégrer tout de suite le regard du malade qui, lui, va vous venir vous challenger, et c'est normal. C'est pas si simple c'est pas si simple à recevoir. Et de l'autre côté, côté association de patients, comme il y a aussi un très grand nombre de startups qui se créent, c'est pas simple d'aller voir toutes les startups. Vous voyez, en termes d'investissement, c'est trop important. Et donc, ce qu'on avait choisi à Paris Santé Campus, c'est de dire, de fait, les startups que nous accueillons sont déjà des startups qui étaient qui avaient déjà fait une première levée de fonds, qui se préparaient à une seconde ou qui l'avaient déjà faite, donc il y avait déjà une certaine maturité. Et par ailleurs, on travaillait au préalable avec les associations de patients pour avoir l'approche la plus constructive possible. Vous voyez, parce que sinon, en fait, la rencontre ne se passe pas. Et à partir de là, avec ça, avec cette rencontre organisée, eh bien, ça permettait ensuite un compagnonnage. Voilà. Mais ça se prépare. Et donc, Merci beaucoup, voilà, Marine. voilà. Et donc, quand je le mets à la fin, en fait, parce que pour moi, et ce sujet, il est essentiel, c'est parfois, vous voyez, on crée des produits, on crée des services, etc. Mais la seule chose qui valent, c'est l'usage. C'est à un moment donné, ça prend ou ça prend pas. Et si personne n'adhère, ça ne sert à rien. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je le mettais là. C'est vraiment pour mettre en exergue cette adhésion indispensable. Mais sinon, le malade, il doit être partout. Merci beaucoup, Marine. Je pense que c'est évident qu'on l'a peut-être longtemps oublié, on s'en rend compte, et même tu as raison, quand tu dis qu'on s'en rend compte, on les oublie encore finalement le long du chemin. Il va falloir qu'on conclue. Je ne sais pas si tu veux dire deux, trois mots-clés pour motiver les troupes qui sont. On a beaucoup de personnes connectées, on a jusqu'à plus de 50 personnes qui t'ont écouté, Marine. Écoutez, d'abord, je suis très heureuse, je suis même un peu émue, en fait, voilà. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est à quel point on a besoin d'être toutes et tous ensemble. C'est-à-dire que quand je mets toute actrice, chacune, chacun, on peut s'emparer de ce sujet. Et donc, c'est pour ça que je vous disais vraiment, il faut regarder chacun euh, dans son propre champ, comment est-ce qu'on peut agir là-dessus. Parce qu'en fait, c'est insupportable qu'en 2026, on en soit encore là. Enfin, vraiment, moi, je, je peux pas le dire autrement que par une forme de colère en me disant, mais c'est insupportable que des femmes continuent à souffrir, que des femmes soient empêchées par des vents contraires dans leur création d'entreprise et dans leur progression dans l'innovation en santé. Moi, j'en ai marre. Voilà. Donc, donc, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment qu'on s'assemble tous ensemble, qu'on porte ce sujet et qu'on y arrive. Voilà. Moi, je trouve que c'est un bon mot de la fin, en tout cas. Merci beaucoup, Marine, parce que tu arrives à présenter quelque chose qui est quand même assez compliqué, assez triste, parce qu'on voit bien qu'on galère, mais finalement avec tellement de passion qu'on peut que t'écouter tout du long avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Merci Euh, à vous toutes et tous en tout cas.
Prochain Merci atelier, beaucoup. Gaëlle, Elsa, tu peux l'annoncer? Oui, oui. Donc, merci beaucoup, Marine. C'est toujours passionnant et on a envie de se battre dès maintenant, hein, de raccrocher et d'aller se battre pour plus de place dans le monde de l'innovation. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été nombreuses à cet atelier. Le prochain sera le 12 mars, toujours à 12h30. Cette fois-ci, Brigitte Bérézy nous parlera des quotas avec une approche très globale de la pertinence ou non des quotas pour l'égalité homme-femme. À bientôt. Bonne journée tout le monde et encore bonne année à tout le monde. Au revoir. Merci Au encore revoir. à Marine.